Comment fait-on pour améliorer son intelligence relationnelle? Vous savez comment on fait pour avoir des relations harmonieuses, constructives, des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous poussent à constamment se dépasser? Parce que la réalité, c'est que pour plusieurs personnes, je ne sais pas pour vous, mais j'observe qu'il y a plusieurs personnes que le département des relations, c'est beaucoup plus synonyme de tension, conflit, frustration, illusion, déception. Et souvent, ce sont des gens qui répètent des scénarios et qui finissent par être extrêmement frustrés, isolés et seuls. Et ils se posent la question, comment on fait pour peut-être améliorer cette intelligence-là relationnelle pour être davantage en relation et finalement avoir cette tribu-là de gens qui nous poussent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent et que tout ça, ça se fasse dans le bonheur et dans l'harmonie. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 clés, 3 stratégies qui, moi, m'ont énormément aidé à développer des relations de classe mondiale. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'intelligence relationnelle, bien, permettez-moi de vous remercier de tout cœur, guys, pour vos commentaires, vos retours, vos partages de mes vidéos. Sachez que je l'apprécie énormément et jamais je ne prendrai votre confiance pour acquis. Moi, je viens d'un tout petit village de 300 habitants. Le fait que cette chaîne vidéo-là, YouTube, ait plus de 2 millions de vues, ça me touche énormément. Et ça n'en dit long aussi sur le calibre des personnes que vous êtes. Parce que vous cherchez à investir en vous, vous cherchez à vous améliorer. Moi, j'ai énormément de respect pour ce type de personnes-là parce que c'est qui je suis aussi. Je cherche toujours à m'améliorer dans l'humilité et dans la vulnérabilité. Alors, allons-y sans plus tarder avec la première stratégie sur comment améliorer notre intelligence relationnelle. Premièrement, pour améliorer notre intelligence relationnelle, il faut d'abord et avant tout connaître et comprendre nos propres émotions pour agir en fonction d'elles. Vous savez, il y a une époque où j'étais en conflit avec pratiquement tout le monde. Et en réalité, c'est que dans ma tête, c'était la faute de tout le monde. Mes enseignants ne me comprenaient pas, mes parents ne me comprenaient pas, mon patron ne me comprenait pas à l'époque que j'avais des boulots étudiants, ma copine ne me comprenait pas. En fait, c'était la faute à tout le monde. Sauf moi. Et un jour, un de mes mentors m'a dit, Martin, je lui expliquais que j'avais de la difficulté d'être en relation, j'avais des conflits, il y avait des injustices, j'étais frustré, telle personne ne faisait pas telle chose pour moi. Et il me dit, Martin, il dit, est-ce que tu as déjà remarqué que le dénominateur commun de toutes ces situations-là, c'était que dans chacune des situations, Martin, tu étais présent. Ce qu'il était en train de me dire, c'était que c'était peut-être moi le problème. Parce que dans chacune de ces interactions-là et dans chacune de ces relations-là, moi, je n'avais pas appris à connaître et à comprendre mes émotions. Et dès que j'étais insatisfait, c'était la faute à tout le monde. OK? Donc, voici 4 choses que l'on peut faire avec nos émotions pour mieux gérer nos émotions, apprendre à les connaître et apprendre à les comprendre. OK? Donc, grâce à mon bon ami, collègue, frère de cœur, David Lefrançois, ce grand expert-là en neurosciences, partenaire aussi dans l'Institut des neurosciences appliquées du Québec. Donc, si jamais ce que je vous dis, ça vous parle, vous pouvez venir vous former à cet institut de coaching-là, tout simplement exceptionnel, dans lequel je suis partenaire avec David. Mais voici une chose que j'ai appris qui m'a grandement aidé à l'intérieur de ça, sur comment on peut mieux connaître et comprendre nos émotions. Il y a 4 choses seulement qu'on peut faire avec nos émotions dans un contexte relationnel. Numéro 1, on peut les éviter. Il y a énormément de gens qui, à tous les jours, sont dans des relations qui génèrent de mauvaises émotions, frustration, conflit, déception, attente ou peu importe, et qu'ils vont se mettre à éviter ces personnes-là parce qu'ils savent que ça génère de mauvaises émotions en eux. Ils se disent, lui ou elle, je ne l'aime pas. Quand lui ou elle, je lui parle, je me frustre, elle me déçoit. Donc, ils vont se mettre à éviter cette personne-là. Donc, ils vont vouloir éviter
de gérer l'émotion, de la déception, la frustration, l'illusion, les attentes. Donc, il décide de faire de l'évitement qu'on appelle. OK? La deuxième chose qu'on peut faire avec une émotion, c'est la nier. Hein? Avez-vous déjà eu un ami que vous le savez qu'il vit des problèmes, vous le savez qu'il est en conflit, et vous lui dites « Hey, tu devrais vraiment en parler, tu devrais faire cela. » Vous dites « Non, non, tout est beau. » Ces gens-là portent un masque. Ces gens-là masquent la réalité et gardent tout à l'intérieur de eux. Hein? En anglais, on dit « in denial ». Ils sont « in denial ». Mais pourtant, à l'intérieur, c'est comme un volcan. Ils sentent. C'est là. Cette émotion-là, elle est là. Et là, ça devient un peu comme un repas qu'on laisse dans une poubelle 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Laissez un repas que vous jetez à la poubelle 2, 3, 4, 5 jours dans la poubelle. Et dites-moi l'odeur qui sort de ça dans quelques jours. Vous allez voir que ce n'est pas trop nauséabond. Alors maintenant, c'est la même chose à l'intérieur. Ces gens-là qui nient, c'est encore là pareil si ce n'est pas traité. Il y a beaucoup de gens qui nient les émotions. La troisième chose que l'on voit par rapport aux émotions, hein, dans les relations, c'est que souvent, les gens vont se mettre à faire de l'hypertrophication. Ils vont hypertrophier, qu'on dit, donc ils vont exagérer les émotions. C'est le genre de personnes qu'eux autres vont vivre telle situation et ils vont faire pouf avec ça, littéralement. Par exemple, une personne qui conduit son auto et là, finalement, la lumière tombe verte et là, l'auto d'en avant avance pas immédiatement. On s'entend, petit événement, il n'y a pas mort d'homme ici, là, OK? Et là, la personne va se mettre à klaxonner, à dire « Quel imbécile! Avance! » Exagéré, hypertrophié, parce que pendant que tu fais ça, cortisol. Combien de fois que je vois des parents interagir en couple, et là, leur enfant fait un petit truc, et là, le conjoint ou la conjointe va dire « Mais pourquoi t'as laissé l'enfant seul? » Ils se mettent tout de suite à Hey, chill! Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'hypertrophication qui va les amener à être en conflit constamment. Ils sont toujours en train d'exagérer. Ils sont toujours en train de faire une montagne avec rien. Évidemment que ça crée des conflits relationnels. Donc, une meilleure intelligence émotionnelle et une meilleure intelligence relationnelle, c'est de comprendre que d'éviter les émotions, c'est pas une bonne idée. Les nier, c'est pas une bonne idée. Les hypertrophier, c'est encore moins une bonne idée parce que ça fait un effet collatéral sur ces relations. Maintenant, la quatrième chose qu'on peut faire avec des émotions, qui est la solution, guys, à mettre en place pour développer une meilleure relation avec nos émotions, mais aussi une meilleure relation avec nos relations. C'est en comprendre les messages, tout simplement. À partir du moment où on comprend que nos émotions, c'est un peu comme un tableau de bord de notre vie, OK? Et qu'en fait, ce sont des messagers, ces émotions-là. Si je suis constamment stressé, par exemple, et que ma réponse au stress, c'est de, par exemple, éviter les situations stressantes de ma vie. OK? C'est une façon de le faire. L'autre façon de le gérer, c'est que je décide de nier que je suis stressé. Donc, je perds du poids, je dors plus, j'ai besoin de fumer pour me calmer, j'ai besoin de manger de la malbouffe pour me calmer, j'ai besoin de boire du vin pour me calmer. Je suis en train de nier, je suis en train d'engourdir mon émotion du stress. Donc, je ne la gère pas. Et si je l'hypertrophie en disant toujours à mon entourage « Ah, mais là, je suis assez stressé, là. Oh my God, je suis assez stressé, là. Ah, moi, je suis assez stressé. » Tu hypertrophies le monde, c'est sûr qu'ils ne veulent pas être autour de toi. Maintenant, si tu utilises la quatrième stratégie que je suis en train de te dire par rapport aux émotions, c'est de te dire « Hey, le stress que je ressens présentement, si cette émotion-là était un message qui m'est envoyé pour changer pour le mieux, quel serait ce message-là que cette émotion-là est en train de m'envoyer concrètement? » Oh, là, on est ailleurs. Là, on est dans la maîtrise de soi. Okay? Peut-être que ce message-là serait « Ben, Martin, prends du temps pour toi. Martin, peut-être qu'il faudrait que tu commences à exprimer tes émotions quand tu es mécontent, en parler plutôt que de garder ça en dedans. Martin, peut-être qu'il faudrait que tu commences à apprendre à dire non pour te dire oui à toi. Là, je vous donne juste des exemples de messages que moi, je me suis servi avec le temps pour, par exemple, gérer l'émotion du stress. Mais à partir du moment où moi, je gère mon émotion du stress, quand je suis en relation avec les autres, je suis une personne qui est moins stressée. Donc, je suis une personne qui est plus confortable, je suis une personne qui est plus agréable, je suis une personne qui les gens veulent passer du temps avec. Donc, intelligence relationnelle. Donc, clé numéro 1, guys, OK? Pour améliorer son intelligence relationnelle, il faut d'abord, avant tout, connaître et comprendre ses émotions.
Donc, identifiez les émotions que vous vivez et par la suite, assurez-vous d'éviter les 3 premières choses qu'on ne doit pas faire pour améliorer la gestion de nos émotions et assurez-vous juste de devenir très bon à vous poser cette question-là. Et si l'émotion que je vis présentement, qu'il est laquelle, identifiez-les, peur, stress, frustration, déception, était un message qui m'est envoyé pour changer pour le mieux. Quel serait ce message-là que la vie m'envoie ou que cette émotion-là m'envoie? Et concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour mieux le gérer? Bingo! Donc ça, c'est la première clé. La deuxième stratégie que j'ai pour vous, c'est celle que j'appelle « déconnecter pour reconnecter ». En fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle l'art de décrocher. Comment fait-on pour décrocher dans une économie où on a l'impression de toujours être connecté? Alors, déconnecter pour reconnecter, ça veut dire ce qui suit. En fait, c'est simplement un ancrage psychologique. À partir du moment où vous commencez à étudier la psychologie du sport, la psychologie de la performance, et que vous réalisez que les plus grands athlètes au monde doivent souvent apprendre à utiliser les ancrages. Un ancrage, c'est quoi? Ça peut être simplement un mot qu'on va se rappeler. Ça peut être simplement un geste que l'on va faire. Ça peut être simplement une phrase ou une affirmation que l'on va se répéter qui va nous permettre de briser le pattern, donc de couper le scénario qu'on est en train de se jouer et simplement repartir sur un nouveau, reconnecter. Donc, déconnecter pour reconnecter. OK? Et ça nous aide énormément dans nos relations. Parce que combien de fois qu'on rentre dans une conversation et que là, on va peut-être être connecté sur un conflit, une frustration ou quoi que ce soit. Si vous restez connecté sur cette énergie-là, pensez à une prise de branchement. Hein. Si je la branche et qu'aujourd'hui j'ai un conflit ce matin avec ma conjointe ou avec mes enfants et que tout le long du déjeuner, le matin, c'est le bordel, c'est le chaos, ça crie, c'est frustré, on se dit des méchants mots qu'on ne pense pas nécessairement. Pow! Comment vous vous sentez quand vous avez un moment comme ça? Honnêtement, même si vous êtes dans la performance en vente, un client vous appelle pour vous dire « Finalement, j'annule ma vente avec toi. Finalement, j'annule mon contrat avec toi. » et vous perdez la vente. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes sur de la confiance 10 sur 10? Non. Vous êtes sur du branchement 10 volts. C'est comme bas énergie, basse fréquence. C'est pas ce qu'il y a le plus optimal. Maintenant, à quoi sert l'ancrage de déconnecter pour reconnecter? C'est que si vous restez connecté sur ça, je peux vous garantir que si je prends l'exemple de la famille que je vous ai donné tantôt, lorsqu'on se reparle au midi, ça se peut qu'on entre dans un autre conflit. Pourquoi? Parce qu'on est encore connecté sur ce qui s'est passé le matin. Si on prend l'exemple du vendeur ou de la personne qui a des clients et que le matin, il a perdu un gros contrat, il a perdu un gros client et qu'il n'a pas pris le temps de déconnecter de ça, il est encore connecté sur l'énergie de la perte, de la déception, d'avoir perdu un client. Ça se peut que le midi, lorsque l'opportunité de manger qu'un nouveau client et d'en signer un nouveau, ça se peut qu'il ne signe pas s'il est encore branché sur une base énergie. Donc, ça va affecter sa relation. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement, c'est la technique du déconnect pour reconnecter. Et ce reconnecter-là, je vais le reconnecter très souvent à « Hey, OK, ça c'est arrivé, mais mentalement, ancrage, je déconnecte pour reconnecter. OK? » Et je vous disais tantôt, au début de cette deuxième clé-là, comment est-ce que les athlètes utilisent cela? Okay? Donc, souvent, on va voir des joueurs de football qui, eux, pour se déconnecter de leur vie extérieure, papa de famille ou ainsi de suite, et se reconnecter sur une énergie de performance, on va souvent, ils vont se mettre souvent du tape médical ici. C'est leur ancrage pour leur dire maintenant, c'est le temps d'aller performer, de se transformer un peu comme en guerrier. On a des gens très souvent, à l'inverse, qui sont des papas extrêmement performants ou des mamans extrêmement performantes, qui travaillent comme des fous à la journée longue. Et s'ils reviennent à la maison sur cette même énergie-là, 220 000 à l'heure, et qui oublient que maintenant leur rôle, c'est d'être un papa et une maman présents pour leur enfant, il faut qu'ils apprennent à déconnecter cette énergie-là aussi pour reconnecter. Ça va aider leur relation. Un de mes mentors et bon ami, Todd Herman, utilise cette stratégie-là, lui. Il y a un bracelet, juste comme ça, qui est à l'entrée de sa maison, où est-ce qu'il dépose ses chaussures et où est-ce qu'il accroche son manteau. Et lui, dès qu'il rentre dans la maison,
Il faut qu'il déconnecte de cette énergie-là de performance, de folie, d'être un coach qui travaille avec les plus grands entrepreneurs au monde et des Olympiens. C'est son boulot. Et maintenant, il faut qu'il soit un papa et un époux. Donc, une fois qu'il a déposé les souliers, qu'il a enlevé son manteau, il prend son bracelet sur le crochet, ancrage. Donc, un ancrage, ça peut être aussi un artefact, un truc physique que l'on utilise. Il y a le golfeur Louis Oosthuizen qui a gagné le Open en 2010. Il avait dessiné un petit rond rouge sur son gant de golf. Et à chaque fois que c'était le temps de faire un coup droit, un putt, plutôt que de se laisser distraire de son dernier trou qui avait peut-être mal été, plutôt que de se laisser déconcentrer par le public qui applaudissait, il regardait son point rouge, ancrage, qui était « Reviens vers une meilleure relation à toi, connecte-toi, sois présent, sois focalisé » et par la suite, il faisait son coup droit. Donc, en quoi est-ce que ça, c'est important pour l'intelligence relationnelle? C'est que très souvent, on passe notre journée à être connecté sur de la merde. Apprenez à déconnecter pour reconnecter sur « Hey, c'est quoi ta réelle intention? Veux-tu être une personne qui veut faire son impact? Est-ce que tu es une personne qui veut être souriante? Est-ce que tu es une personne qui veut être dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'encouragement, dans le soutien de tes proches? Si tu es plugué sur ce qui s'est passé le matin, qui était de la merde, ben, tu vas rester connecté là-dessus. Donc, moi, ce que je fais, c'est simple. Et je reconnecte sur « Hey, c'est ça ta mission de vie. Ça, c'est qui que t'es. Ça, c'est en alignement avec qui que t'es. » Déconnecter pour reconnecter. La troisième et dernière clé pour améliorer notre intelligence relationnelle, c'est de comprendre en fait que autant l'intelligence émotionnelle que l'intelligence relationnelle, c'est une question de compétences, de développer nos compétences. Hein, souvent, les gens vont juste dire « moi, je ne suis pas bon pour être en relation. » Oh, attends, ce sont des compétences. Et des compétences, ça se développe. Combien de fois est-ce que j'ai vu, peut-être que vous avez déjà vu la même chose, hein? Un leader qui va adresser la parole et qui, devant ses employés, va parler que au jeu. Il va prendre tout le crédit. Il va parler de ce que lui a fait. Et que tu as un autre leader dans une autre salle qui est devant ses employés et qui, lui, va redonner tout le crédit à ses employés, va remercier tous les gens qui sont en arrière-scène, va leur donner de la gratitude, les féliciter, les honorer, demander à ses équipes de s'applaudir. Dans les deux cas, les deux leaders avaient le même objectif, partager un message. C'est juste qu'il y en a un ici qui n'a pas appris l'intelligence relationnelle. Que de prendre tout le crédit, de le faire qu'à propos de soi, ce n'est pas une bonne stratégie relationnelle. Mais de donner le crédit à tes équipes, les valoriser, les reconnaître, c'est une bonne stratégie relationnelle. Dans les deux cas, il y en a un qui a développé une compétence et il y en a un autre qui ne l'a pas développée. Alors que c'est simple à faire, dire merci aux gens et les reconnaître. Vous me suivez? Alors, quand on parle d'intelligence relationnelle, il y a 6 compétences qui sont vraiment importantes. Je les couvre rapidement, juste pour vous donner peut-être des points de départ sur où est-ce que vous aimeriez démarrer et peut-être me dire avec laquelle vous allez démarrer dans les commentaires juste en dessous. Numéro 1, humilité et vulnérabilité. D'être capable d'être humble et d'être vulnérable. Quand ça va pas bien, il faut le dire. Il faut être honnête avec soi-même, avec ses propres émotions. Et quand on est en relation et qu'on a mal fait les choses, il faut avoir l'humilité de dire « je m'excuse, pardonne-moi ». Et ça demande de l'humilité et de la vulnérabilité. Donc, peut-être, pour améliorer votre intelligence relationnelle, c'est un bon point de départ. OK? La deuxième compétence qu'on peut travailler, qui est facile, c'est l'empathie. Alors, d'être capable de se mettre dans les souliers de la personne avec qui on est en conflit. Est-ce que lorsqu'on veut régler un conflit et qu'on se met à parler, est-ce qu'on écoute la personne devant nous simplement pour répondre ou pour comprendre? Empathie. C'est une posture complètement différente, vous comprenez? Une autre compétence, la troisième, c'est l'écoute active. Hein? Combien de fois est-ce que je vois des gens qui sont en conflit puis ils disent, écoute, il faut qu'on se parle, il faut qu'on règle les choses. Et là, quand on les observe se parler, tu as une personne qui est complètement fermée, puis elle est comme ça. Elle n'est pas trop dans l'écoute active. Elle n'est pas trop dans l'écoute compassionnelle. Et d'être capable de développer son intelligence relationnelle, c'est de comprendre que quand tu es un excellent communicateur et une personne te parle, premièrement, tu es présente. Contact visuel. Tu es présente, tu écoutes, tu absorbes, tu n'es pas sa défensive. Et tu peux aussi offrir une certaine gestuelle
Et même ajouter des mots. Je comprends. Parfait. Je comprends très bien. Je comprends. Merci. Oui. Et pratiquer l'écoute active, c'est une compétence aussi. Il y a des fois des gens qui me disent « Martin, moi, je pratique l'écoute active, je bouge la tête et je suis présent. » Mais des fois, ils devraient peut-être le dire à leur face. Tu comprends? Parce qu'ils font de l'écoute active, mais ils ont une face de bœuf, ils ont une face de mort. Alors, c'est sûr que ton corps est en train de donner le message à ta relation que je suis contre ce que tu dis, je suis pas d'accord, je suis frustré, je suis marabout, je fais la baboune. C'est de l'enfantillage, les amis. Tu ne développes pas des relations de classe mondiale comme ça. Donc, peut-être le dire à votre face et mettre un sourire sympathique dans votre face pendant que la personne vous parle. OK? Écoute active. Ça, c'est les 3 premières. Alors, la dernière compétence est la suivante. Prise de recul et focalisation. Quand on parle d'intelligence relationnelle, c'est tellement important de prendre du recul, prendre de la hauteur, put things into perspective. Il y a tellement de gens qui, en relation, ils vont agir sur le coup, être réactifs et brimer les relations. Moi, j'avais un de mes oncles, Pierre, il existe encore, ça a été un de mes mentors aussi, puis il disait toujours, Martin, quand tu es vraiment frustré dans une relation, quand tu as été vraiment fâché, applique toujours la loi des 24 heures. Ne va pas régler la situation immédiatement parce que ce sont que tes émotions réactives qui vont s'exprimer. Hein? On va entendre souvent l'expression « dormir dessus »,« sleeping on it ». Donne-toi 24 heures, laisse retomber la poussière. Donc, prendre du recul, prendre de la hauteur. Et pendant qu'on fait ça, ça nous permet de dire « Hey, cet incident-là qui s'est passé, c'est cette personne-là a les mêmes valeurs que moi, je l'aime, on s'entend bien. Dans 5 ans, vraiment, est-ce que ça va être important ce qui vient de se passer? » Donc, remettre les choses en hauteur, okay? Prendre du recul, se contrôler, prendre 24 heures, ça en prend 48, mais une fois qu'on est calme après, là, on peut aller adresser la question. Mais tout ça, c'est une question de prendre du recul sur la valeur de cette relation-là et à quel point on veut la protéger. Donc, souvent, pour ça, il ne faut pas être réactif et se dire, bien, c'est la fin du monde, c'est incroyable, je ne peux pas croire que tu m'as fait ça là, et ainsi de suite. Okay? Et l'autre point, c'est focalisation. Donc, focaliser sur l'avenir de la relation, sur les bons coups que vous avez faits ensemble, sur que cet incident-là, OK, c'est ceci, mais maintenant, on focalise sur quoi? Comment qu'on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas? OK? Juste s'exprimer, être honnête, partager, dire les vraies choses. OK? Donc, le point ici, guys, c'est que l'intelligence relationnelle, c'est une question de compétences aussi. Et je vais vous partager 6 compétences que l'on retrouve souvent quand on entend de grands experts parler de cela. Et moi, je voulais juste vous partager ce que j'en ai compris et surtout ce que moi, j'ai adapté à ma vie et appliqué, qui m'a amené à avoir des relations, guys, de classe mondiale, qui m'a amené à faire des conférences avec les plus grands au monde, aux États-Unis, Seth Godin, Todd Herman, Elizabeth Gilbert, Lisa Nichols, Richard Branson, Jack Canfield, Gary Vaynerchuk. Jamais j'aurais pensé partager la scène avec ces gens-là, mais ce sont ces relations-là qui m'ont mené à avoir ces opportunités-là. Mais j'ai développé les compétences. Alors voilà, mes amis. Alors, si vous connaissez une personne qui a peut-être des petits défis avec son intelligence relationnelle, eh bien, sentez-vous à l'aise de payer au suivant et de leur partager cette vidéo-là si ça peut les aider. Et évidemment, moi, je suis toujours intéressé de vous lire vos commentaires, vos feedbacks et surtout de voir laquelle des compétences ou laquelle des clés que je vous ai partagées, est-ce que vous allez vous challenger à travailler parce que vous savez que ça va améliorer votre intelligence relationnelle, et que vous savez que lorsqu'on améliore notre intelligence relationnelle, eh bien, ça nous mène à une vie exceptionnelle. Alors voilà, mes amis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie, oh my God, la magie d'aujourd'hui, et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.